une greffe ne prend que si on en a besoin. Tu vois, si des gourous, indiens avaient apporté le yoga et que les occidentaux étaient contents de leur sort, bon, ben, il se serait rien passé. C'est parce que, en Occident, un certain nombre de groupes, de penseurs, de mouvements avaient besoin d'autre chose et pensaient que cette autre chose, elle venait de l'Asie ou elle pourrait venir de l'Asie. À ce moment-là, oui, il y a une attente, il y a une espérance, et la greffe prend. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un entretien avec Isée Tardan-Masculier sur le yoga. Pour ceux qui sont familiers avec ma chaîne, vous allez voir, il y a beaucoup de points communs et de résonances entre son incroyable travail pour éclairer le sens du yoga et ce que j'essaye pour ma part de faire autour de la méditation pour les libérer de nombreuses mécompréhensions et de leur donner de l'ampleur. Isée Tardan-Masculier va publier une incroyable encyclopédie sur le yoga qui va nous donner l'occasion d'une discussion de fond sur ce qu'est le yoga et son rôle dans notre société. On va commencer rapidement, juste pour qu'on comprenne, Voilà. pour peut-être tous les auditeurs qui, au fond, savent pas très bien ce que c'est le yoga. Alors rapidement, moi j'ai 2 mots que je mets ensemble, une sagesse incarnée. Une sagesse d'abord parce que, ça répond à une quête de sens, une quête, peut-être d'être meilleur, une quête d'être dans un état de plus grande plénitude. C'est ce que les anciens appelaient la recherche de la vie bonne, la sagesse, et incarnée parce que ça passe par le corps. Le premier théâtre du yoga, c'est le corps. Voilà. Après, si on veut une définition longue, bah, faut faire 1000 pages. C'est ça, ce qui est le projet du livre. Mais je trouve que c'était important de commencer comme ça parce qu'on voit tout de suite d'emblée à ce que tu décris que c'est pas ce qu'est pour la plupart des gens aujourd'hui le yoga. Pour la plupart des gens, le yoga, c'est une sorte de gymnastique peut-être un peu Améliorée, améliorée. raffinée, Voilà. ou... Et donc, c'est important que tu rappelles cette dimension de sagesse. Tu as rencontré le yoga quand et comment? Alors moi, j'ai rencontré le yoga quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc j'avais un peu plus de 20 ans. Je pouvais plus faire d'activité physique, donc on m'a proposé le yoga comme une activité physique, mais en même temps, je faisais des études, en université, pour, préparer ma thèse, et ces études m'ont amenée au contact de textes indiens qui parlaient, entre autres, du yoga comme philosophie. Et alors, si tu veux, pendant un temps, j'ai eu un peu de mal à comprendre, comment s'articulait l'aspect philosophique et puis l'aspect plus physique, corporel qu'on me proposait. Et c'est en étudiant, en approfondissant et les textes et l'histoire du yoga en Inde que j'ai compris que justement la force du yoga, c'était d'articuler les 2 choses. C'est-à-dire, une philosophie au sens de sagesse, hein, au sens de chemin de vie, et en même temps une pratique qui avait le corps pour théâtre. Voilà, donc ça a commencé comme ça pour moi. Tu faisais des études de quoi? Je faisais des études d'histoire des religions et je préparais une thèse, qui était sur un sujet un petit peu aventureux, un petit peu acrobatique, mais qu'un prof de la Sorbonne avait bien voulu prendre. En fait, je travaillais sur le psychanalyste Jung. Et comme tu sais, Jung s'est beaucoup intéressé à l'histoire des religions, aux symboles, aux archétypes. Et ma thèse avait pour objectif une analyse critique de cet usage que Jung faisait de l'histoire des religions. La question, c'était de savoir si son interprétation des symboles, dans le sens des archétypes de l'inconscient, pouvait être légitime pour un historien des religions. Voilà, donc c'était déjà un sujet qui était un peu à la marge des sujets majoritaires à l'époque, puisque la France s'y
si tant est que les universitaires s'intéressaient à la psychanalyse, en tout cas, c'était pas à Jung qu'ils s'intéressaient, c'était à Freud ou à Lacan. Donc j'étais déjà un peu en marge et ensuite j'ai continué à m'intéresser à des sujets un peu en marge, dont le yoga, parce que si tu veux, là je te parle d'il y a un certain nombre d'années et faire du yoga, c'était encore relativement marginal ou c'était encore relié à cette nébuleuse hippie, 68, etc. Tu vois. Et à quel moment tu t'es engagé à vraiment étudier le yoga et puis après Bah à le écoute, transmettre et dans l'aventure écoute, assez vite. Ça s'est fait, ça a été un chemin de vie en fait. Ça n'a pas été une décision rationnelle que j'ai prise. En fait, ma prof de yoga que j'avais eue donc pendant que j'étais enceinte avait fait partie de la première promotion d'une institution qui venait de se créer, l'École française de yoga. Et très vite, j'ai fait cette école qui durait 3 ans de formation. Pas vraiment pour devenir prof de yoga, mais je l'ai enseigné un petit peu, le yoga, à la sortie de cette école. Et surtout, la directrice de cette école m'a repéré très vite comme étant un potentiel prof pour enseigner sur l'hindouisme, donner une introduction à l'hindouisme, parce qu'évidemment, j'avais cette culture universitaire. Donc en fait, très vite, j'ai enseigné dans cette école. Je me suis aperçue que enseigner le yoga, ce n'était pas vraiment mon charisme, mais que j'étais plus du côté transmettre par la parole, transmettre dans des conférences qui soient vivantes, bien sûr, mais quand même, c'était plus ça. Donc, je me suis orientée vers ça. Et puis, petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans cette école de yoga. Et au bout de quelques années, j'en suis devenue la directrice. Donc là, le yoga, et tu as vraiment accompagné le développement du yoga en montrant l'importance pour les gens qui pratiquent le yoga de comprendre l'arrière-plan philosophique et spirituel. Et c'est un peu enfin, un des aspects importants de votre école, c'est que les professeurs de yoga sont formés à comprendre le sens de ce qu'ils font. oui, c'est-à-dire que, si tu veux, pour nous, ne pas traiter de cet aspect-là, de cet aspect de sagesse, c'est amputer le yoga de ce qu'il a d'essentiel, bon, de son sens profond. Alors, on travaille beaucoup les postures, la respiration, toutes ces pratiques qui ont le corps pour support, mais elles ne prennent de sens que si on les déploie dans un espace qui est plus vaste. Et cet espace qui est plus vaste, c'est cette dimension de sagesse. Si elle n'existe pas, le yoga n'existe pas. Voilà, je suis d'autant plus sensible à ça que c'est la même question qui me travaille sur la méditation. Ouais, C'est-à-dire, est-ce que la méditation devient juste une technique, comme je dis dans mon langage, de gestion du stress pour être plus performant voilà. jusqu'à ce que mort s'en suive, ou est-ce qu'elle a une dimension de transformation, de sagesse, de présence, et c'est pas du tout la même approche. On peut dire que l'incroyable dictionnaire, encyclopédie que tu publies, c'est la réponse au fond à essayer de donner l'arrière-plan de sagesse, de philosophie et aussi d'histoire du yoga. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut avoir une définition courte. Si on veut une définition longue, il faut 1000 pages, enfin 740 précisément. Je veux dire par là que euh, le yoga, d'abord, il a diffusé dans toute la culture indienne. C'est-à-dire qu'il a diffusé dans ce qu'on appelle l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les philosophies de l'Inde, dans ses pratiques corporelles, chez les ascètes, chez les brahmanes, chez les gens qui vivent dans le monde, chez les gens qui vivent en dehors du monde, comme des renonçants. Donc, d'une certaine manière, il est partout. Alors, l'historien, il tire un fil, tout vient avec, et il faut arriver à suivre ce fil du yoga en montrant la complexité, les couleurs diverses, et en même temps sans drainer toute la culture indienne.
Bon. Donc rien que ça a été une aventure intellectuelle, mais plus que ça, une aventure culturelle, vraiment importante. Et avec une résultante qui est vraiment essentielle pour moi, c'est-à-dire que nulle part en Inde, à aucun moment, tu trouves l'idée d'un yoga qui serait authentique, orthodoxe et qui serait le seul vrai. Ça n'existe pas. Il y a des yogas, il y a des formes, il y a des commentaires des traités de yoga qui vont aller plus dans le sens d'un yoga dévotionnel ou d'un yoga philosophique, etc. Mais il n'y a pas une orthodoxie du yoga. Il n'y a pas un vrai yoga qui déconsidérerait d'autres formes en disant non, ça c'est pas bien, c'est pas authentique, c'est pas. Et ça c'est très important, je trouve. Alors peut-être on peut commencer à rentrer dans la source du yoga et essayer si tu veux bien, essayer de dire d'où vient le yoga, quelles sont les premières traces qu'on a, et qu'est-ce que ça signifie. Peut-être on peut commencer par le mot, parce qu'il est assez surprenant. Alors ce mot yoga, oui, il est surprenant, surtout il est très ancien, parce que on le trouve dans les tout premiers textes, ce qu'on appelle le Veda, qui est un peu la base. Donc on est au deuxième millénaire avant notre ère. Et là, ce mot yoga, en fait, il a un sens curieux pour nous. Il désigne l'action d'atteler des animaux à un char ou à une charrette. Donc aussi de mettre sous le joug des animaux. Quand ils sont deux, de les mettre ensemble. Donc en fait, on voit que le mot joug, joindre, jonction, en fait, est lié au mot yoga. Et ça se vérifie chez les linguistes qui nous disent que l'étymologie du mot yoga et l'étymologie des mots joug, jonction, etc. est la même. Voilà. Donc, on peut dire de cela que, au sens métaphorique, yoga désigne l'action de mettre ensemble et de contrôler, de maîtriser des énergies. Il y a aussi un sens qui est très beau dans le Veda, parce que le Veda est une composition poétique. Yoga désigne aussi pour les poètes l'action de maîtriser leur imagination de telle manière qu'ils produisent le beau poème. Et le poème qui va cheminer, un texte dit le poème qui va aller au loin. C'est-à-dire il va cheminer, il va atteindre des gens parce qu'il est bien attelé, parce que ces images sont bien articulées ensemble, sont bien coordonnées. Tu vois, ça c'est le sens premier. Et petit à petit, on va voir au cours du premier millénaire avant notre ère, d'abord des gens qui font des choses qui vont devenir des bases du yoga. Par exemple, ils vont percevoir un rapport entre la respiration et les émotions. Et ils vont expérimenter que une respiration calme les émotions, que les émotions agitent l'organisme humain. Donc il y a ce rapport entre les deux. Donc ils vont examiner ça, ils vont scruter ainsi leur vie intérieure, à la fois physique et psychique. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Ensuite, ils vont aussi expérimenter que s'asseoir, simplement s'asseoir, c'est un exercice qui produit des effets étonnants. Donc là, on est dans une période qui est assez fascinante, qui est au milieu du premier millénaire avant notre ère, qui est la période de naissance du bouddhisme, du jaïnisme, de textes de sagesse comme les textes des Upanishads.
Et on voit que petit à petit, le mot yoga et ce qu'il draine de nouveau, là que je viens de dire, ce mot yoga devient d'usage courant. Et puis, on franchit encore une étape avec un grand texte qui est un peu avant notre ère, qui est la Bhagavad Gita. Et là, cette Bhagavad Gita, donc, elle met en scène deux personnages, dont l'un, Krishna, est un avatara du grand dieu Vishnu. Et Krishna apporte une nouvelle révélation sous la forme de 3 chemins qu'il appelle yoga. Le chemin de l'action désintéressée, karma yoga, l'action qui n'est plus au bénéfice de l'ego. Le chemin de la connaissance philosophique, la sagesse, jnana yoga. Et le chemin de la dévotion envers une divinité suprême, bhakti yoga. Et il dit à son interlocuteur, le guerrier Arjuna, il lui dit, voilà, il y a ces 3 voies. En fait, on peut choisir entre les 3, ou on peut être plus attiré par l'une ou par l'autre, mais aussi elles sont conjointes, elles vont ensemble. Et là, on commence à avoir une définition du yoga, ou des yogas, mais tu vois, elle est très peu physique, elle n'est pas gymnique. Donc, dans la Bhagavad Gita, ce qui est central dans le terme de yoga, c'est que c'est une voie. C'est ça Voilà. surtout. C'est qu'il montre que yoga, c'est là, il éclaire le sens de ce qu'on a vu comme harmonisation en montrant que c'est une voie de réalisation humaine fondamentale. C'est ça. Yoga a le sens de voie, chemin, méthode, discipline. C'est ça. Et alors après, donc les Yoga Sutras arrivent. Alors, là, les Yoga Sutras arrivent. C'est quelle époque? Alors, on ne sait pas très bien, mais les historiens actuels pensent que c'est 4e siècle après notre ère. Seulement, en un sens, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ils reprennent des contenus qui sont beaucoup plus anciens. Donc là, oui, comme synthèse, c'est probablement 4e siècle après notre ère, mais tu vois, ça draine des références qui sont vraiment védiques aussi, et anciennes. Bon. Ce qui est intéressant dans les Yoga Sutras, c'est qu'ils viennent à un moment où manifestement les traditions de l'Inde ont besoin de se réorganiser autour de grands repères. Et elles produisent des textes qu'on appelle les sutras. Alors, sutra, c'est intéressant comme mot. On parlait du mot yoga, mais on peut parler du mot sutra. Ça vient d'une racine sanscrite qu'on a aussi en français. Par exemple, quand tu dis un point de suture, suturer. Bon. Et sutra, ça a la même racine. Donc, sutra, c'est le fil. C'est le fil rouge. C'est le fil directeur d'une doctrine. Donc, quand tu prends les Yoga Sutras, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un texte qui est nu, qui est extrêmement difficile parce qu'il n'y a que l'essentiel. Ce sont ce qu'on appelle en français des aphorismes, de très courtes phrases qui nécessitent le commentaire. Donc déjà, dans la forme, tu as cette idée d'une tradition, transmission. Il y a un texte qui est un aide-mémoire, qui peut être appris par cœur. Et puis, tu vas avoir nécessairement des commentaires oraux et donc une relation de maître à disciple qui s'instaure et qui est indispensable pour comprendre. Donc ça, c'est vraiment important et ça rend vivant le texte. Après, une autre chose, enfin moi qui m'a vraiment surprise quand je me suis intéressée au Yoga Sutra il y a longtemps, c'est que ce texte ne parle pas, ou presque pas, des postures, ni de la respiration d'ailleurs. Oui, c'est quelques sutras, quelques aphorismes. Sur les postures, c'est 3 aphorismes, ou plus exactement sur la posture. Et tu te rends compte que
l'auteur de ce texte, qui est probablement un sage qui s'appelait Patanjali, eh bien, il vise une seule posture, qui est la posture méditative. Voilà, la posture assise. Le but des postures préparatoires, c'est de bien se trouver assis et stable dans une posture qui permette de demeurer longtemps. Demeurer pourquoi? Demeurer pour respirer, pour s'intérioriser, pour se recentrer et pour méditer. Voilà. Et c'est ça qui intéresse Patanjali. Alors, comment on passe de ces écoles philosophiques aux pratiques plus corporelles, avec ce qui est pour nous aujourd'hui le yoga, un chemin avec des pratiques? Alors, c'est un long chemin. D'abord, il faut savoir que, à côté des philosophes ou des sages qui ont produit ces textes, il y avait des ascètes qui avaient des pratiques énergétiques. En Inde, on appelle ça tapas, l'ascèse. Et ça vient d'un mot qui veut dire se chauffer, s'échauffer, se purifier par une sorte de cuisson intérieure. L'ascèse vous brûle, vous cuit. Voilà. Et ces ascètes-là, qu'on appelait tapas vines, ceux qui faisaient du tapas, ils avaient des pratiques qui étaient parfois extrêmes. Des pratiques on pourrait dire, de mortification. Alors, au cours du premier millénaire de notre ère, donc dans l'Inde antique et médiévale, ces pratiques et les aspects plus philosophiques vont entrer en contact. Ils vont influer les uns sur les autres. Et on va voir naître peu à peu ce qui deviendra au cours de notre deuxième millénaire le Hatha Yoga. Un yoga, on peut dire postural, à condition de ne pas oublier que le corps n'est que l'un des théâtres du travail intérieur du yoga. Ok, donc le Hatha Yoga fait travailler le corps avec des postures. Mais il fait avant tout découvrir le corps comme un espace intérieur d'énergie. Et là, on va avoir des Hatha Yogins qui vont développer toute une cartographie interne des énergies corporelles, avec des chemins qu'ils vont appeler les nadis, avec des nœuds d'énergie qu'ils vont appeler les chakras, et ils vont dire que le Hatha Yoga travaille sur ce corps qu'on peut appeler subtil. Alors ça a pas mal frappé les Occidentaux parce que c'est une conception du corps qui n'existe pas en Occident. Un corps subtil, un corps d'énergie qui double le corps de chair, qui est intérieur au corps de chair et qui en même temps l'anime. Peut-être dans l'alchimie, en Occident, Oui, il peut y avoir des équivalents, peut-être. absolument, absolument. Mais c'est dans des voies qui sont considérées comme tout à fait ésotériques, Oui, hétérodoxes, c'est ça. marginales, C'est ça. voilà. Tandis que là, en Inde, on a, pendant toute l'époque médiévale, on a de très nombreux schémas du corps subtil, hein. On a des images qui sont magnifiques, des chakras, des nadis. Et ça, ce corps subtil, c'est le corps du Hatha Yoga. Bon. Alors ensuite, avec le contact avec les Occidentaux, qui va se développer bien sûr, au début on en a peu et puis on va en avoir de plus en plus, et surtout avec l'arrivée des Britanniques et la colonisation qui va s'en suivre pour le sous-continent indien, on a beaucoup d'Occidentaux qui vont s'intéresser au yoga, et inversement, on va avoir des maîtres de yoga indiens qui vont s'intéresser aussi aux gymnastiques occidentales. Ça, c'est ce qu'on sait moins, mais c'est ce qu'on découvre, entre autres dans le travail qu'on a fait pour l'encyclopédie. Et alors, il va y avoir un jeu de ping-pong passionnant
qui montre que ces deux cultures, la culture indienne et puis la culture occidentale, entrent en dialogue, entrent en confrontation, s'empruntent l'une à l'autre pendant tout le 19e, le 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et le yoga que nous connaissons, ou les yogas que nous connaissons aujourd'hui, sont des yogas métis qui sont issus de cette rencontre entre cultures. Et ça, c'est un aspect dans l'encyclopédie auquel on tient beaucoup. Oui, qui va Cet complètement à échange, l'idée, la rencontre. parce que tu vas là aussi contre l'idée qu'il y aurait un yoga pur, indien, qu'il faudrait retrouver. Il n'y a pas de yoga pur. C'est une vision de l'esprit. Ça, c'est clair. Donc ça, Ouais, c'est... ouais. Et au fond, le yoga qu'on fait, voilà, il tient pour une grande part de cette rencontre avec les Occidentaux. Oui, et c'est pas le diminuer en disant ça, bien au contraire. Tu vois, ce qu'il y a de fascinant, c'est que euh, le monde occidental, au moment où le yoga arrive, lui arrive, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, le monde occidental est en attente de quelque chose. Pas tout le monde occidental, mais je veux dire que il y a des courants ou il y a des mouvements, des groupes comme les théosophes, comme les romantiques allemands, comme ceux qu'on appelle les transcendantalistes aux États-Unis. Emerson, Thoreau, tout ça. Voilà. Ils sont en attente d'abord, ils sont très critiques par rapport à une modernité technologique dont ils estiment qu'elle est en train de faire perdre à l'homme son âme. Mhm. Et donc, ils sont en attente. Puis ils sont critiques d'une certaine forme de religion qui leur semble plus sectaire, dogmatique et qui n'est pas vraiment liée à Oui, une expérience. oui, aussi, oui, Et, oui. et ils sont vraiment Cette là. religion chrétienne qui se dessèche. Et en même temps, cette modernité, c'est la révolution industrielle, hein, c'est ce moment-là. Cette modernité qui dépouille l'être humain de son âme et qui le met en danger finalement. Et alors, ils sont en attente d'autre chose. Et pour certains d'entre eux, ils s'adressent à l'Asie, et entre autres à l'Inde, qui serait détentrice d'une sagesse antique qu'elle aurait conservée, qu'elle aurait cultivée, et que l'Occident aurait perdue. Alors il y a là une réalité. C'est sûr qu'en Inde, les voies de sagesse sont encore plus vivantes qu'en Occident à la fin du XIXe siècle. Mais il y a aussi un mythe, qui est le mythe de l'Orient, qui est le détenteur de la sagesse. Et les premiers gourous, entre autres Vivekananda, qui arrive à la fin du XIXe siècle, invité par les théosophes au Parlement des religions de Chicago, il va s'engouffrer dans ce mythe. Et il va dire aux Occidentaux, voilà, je vous apporte la sagesse, et la sagesse de l'Inde. Et l'hindouisme est la mère des religions, ce qui, sur le plan historique, est tout à fait mythologique. Enfin, l'hindouisme n'est pas la mère des religions, elle n'est pas la religion originelle. Mais ça avait du sens pour ses interlocuteurs. C'est très beau parce que tu vois, dans le livre le montre très bien. C'est quand même fascinant que voilà, les gourous indiens sont rentrés dans cette invention, voilà, d'un Occident purement matérialiste, d'une Inde profondément spirituelle, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Mais ça ouvrait Ouais, une ouais. rencontre qui, même si cette base n'est pas tout à fait vraie, la rencontre était assez heureuse et permettait aux Occidentaux de regarder l'Inde avec moins de préjugés racistes, Ouais, etc. ouais. Et donc, il y avait... Voilà, rétrospectivement, ça nous semble un peu naïf, mais à l'époque, ça permettait de lever beaucoup de préjugés. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas diminuer le yoga, que de dire qu'il n'est pas pur, mais que les yogas ou le yoga ou les différentes formes de yoga que nous connaissons, elles sont issues d'un métissage, parce que ce métissage en lui-même, il est passionnant. Je défends aussi l'idée dans cette encyclopédie que
enfin je la défends pas, je la propose, que une greffe ne prend que si on en a besoin. Tu vois, si des gourous indiens avaient apporté le yoga et que les Occidentaux étaient contents de leur sort, bon, ben, il se serait rien passé. C'est parce que en Occident, un certain nombre de groupes, de penseurs, de mouvements avaient besoin d'autre chose et pensaient que cette autre chose, elle venait de l'Asie ou elle pourrait venir de l'Asie. À ce moment-là, oui, il y a une attente, il y a une espérance et la greffe prend. Il y a un des éléments qui est très aidant pour les Occidentaux dans le yoga et qui remonte quand même, on a vu, à ses origines, c'est l'articulation déconcertante pour nous entre le corps, les émotions, les sensations, l'esprit, l'âme. Pour nous, tout est coupé en petits morceaux. Et Oui, encore, pour la plupart des gens, le corps, c'est un truc un peu mécanique. oui. Les émotions, c'est encore autre chose. Et Mm, l'esprit, c'est encore autre chose. Et mm. peut-être que une manière dont le yoga parle aux Occidentaux aujourd'hui est si aidant, c'est de nous aider à revenir à quelque chose de plus harmonieux. Absolument. Alors, à la fois, c'est ce qui le rend difficile à définir. Tu veux, moi, quand on me pose la question, c'est quoi le yoga? Répondez en 3 minutes. C'est pas du tout évident parce que si on veut lui rendre justice, faudrait prendre l'image de l'orgue. Tu sais, dans un orgue, il y a plusieurs octaves, plusieurs claviers, plusieurs octaves. C'est exactement ça. Et si on veut lui rendre justice, il faut déployer tous ces niveaux tout en disant qu'ils ne sont pas séparés. Donc, effectivement, on part du corps, mais après tout, on pourrait partir d'ailleurs. On pourrait partir de l'esprit. Et puis On peut. le corps dont Et parle le puis quel yoga, corps? c'est pas le corps Voilà, mécanisé, voilà. parce que même le corps pour l'Occident aujourd'hui, c'est un corps qui est apparu très très tardivement, un petit peu à partir du XVIIe siècle, et puis au XIXe et au XXe, qui est un corps Ouais. très technique, mécanique, Oui, un corps machine. un corps un peu machine. C'est un peu ça. C'est le corps machine de Descartes. Alors bon, il ne faut pas trop simplifier non plus. On a aussi une conception un peu moins mécaniciste, Mais c'est quand même mécanique présent. du Même, corps, mais c'est quand même très présent. on voit des gens, Voilà. ils font ils font du sport presque avec une montre pour chronométrer le nombre de tours qu'ils font, pour améliorer leur rendement. Il y a tout un rapport un peu, assez mécanisé. Donc le yoga présente un corps qui est aussi, on t'a parlé du corps subtil, qui est aussi Ouais. émotion, respiration, pensée, Sensation. sensation. Ouais. En fait, c'est un corps de chair et de sang qui n'est pas le corps de l'athlète contemporain dont tu parlais un Mhm. instant, qui n'est pas un corps de compétition, mais qui est un corps à multiples niveaux, je dirais, parce que c'est aussi le corps de chair et de sang. Mhm. Dans sa réalité la plus concrète, la plus dense, c'est pas du tout un corps, quand je parle de corps subtil, c'est pas un corps qui est éthéré et qui serait virtuel. Mm. Il y a ce corps de chair et de sang sur lequel le yoga travaille, qu'il entend prendre en compte vraiment, un corps qui peut être souffrant, imparfait, mortel. Ce corps-là, c'est aussi le corps du yoga, mais il a d'autres dimensions. Il est ouvert sur d'autres dimensions. Et entre autres, il est ouvert sur ce corps subtil, ce corps énergétique. Voilà. Donc on prend en compte toute une gamme. On prend en compte, il y a une sorte d'orchestre là, à plusieurs voix, dans la pratique du yoga. Et si on n'entend pas cette orchestration, si on n'entend pas ces voix multiples, je crois qu'on n'est pas dans le yoga. On peut être dans une gymnastique raffinée, on peut être dans quelque chose qui est de la détente et du bien-être, et ça peut être très bien, mais je crois qu'on n'est pas dans le yoga au sens fort du terme. Est-ce que
tu pourrais revenir un peu sur ton parcours. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été importants où ça s'est ouvert pour toi, cette compréhension de cette autre, de cette orchestration au sein du corps, ou de cette sagesse qui se déploie à partir ou dans l'expérience du corps? Euh, alors, comme tu sais, je suis plutôt une intellectuelle. Et un moment important, ça a été quand c'est fait en moi, je dirais même pas que c'est moi qui l'ai fait, c'est fait en moi la jonction entre cette dimension intellectuelle de travail sur les textes, sur les philosophies, etc., et quelque chose de vital dans la pratique du yoga. Tout à coup, il y a deux morceaux qui ont trouvé leur jonction. Et j'ai compris que ce que je travaillais sur le plan intellectuel prenait corps, en quelque sorte. Donc ça a été très important. Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait progressivement. Et sur, je dirais, un certain nombre d'années. Et même, ça s'est continué avec cette encyclopédie. Parce que finalement, je suis toujours sur cette même ligne. C'est-à-dire que pour moi, mon angle d'approche, c'est les sciences humaines, c'est l'histoire, mais elles n'ont de légitimité que si elles prennent corps. Ou si au moins elles permettent de mieux comprendre, de mieux rendre compte de la réalité, de l'efficacité, de la profondeur d'une pratique. Voilà. Donc, aborder le yoga sous toutes ses facettes, enfin peut-être pas toutes, mais sous beaucoup de ses facettes, de ses angles, à la fois historiques, philosophiques, anthropologiques. Bien sûr, c'est un travail intellectuel pour moi, mais c'était plus que ça, beaucoup plus que ça. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Et ce rêve, j'ai pu le réaliser avec cette encyclopédie. C'est quelque chose de très vital pour moi. Oui, parce que ce que tu montres, c'est qu'il n'y a pas le travail de la pensée. Pour nous, on est vraiment prisonnier de ça. Il y a soit le travail de la pensée, soit le travail émotionnel, alors on dirait le travail psychologique, Oui, soit le travail du corps. Et oui, au oui, fond, oui. ton expérience, ce que tu montres dans l'encyclopédie, mais aussi ton expérience humaine à partir duquel tu parles, c'est que la sagesse apparaît du moment où cette distinction n'a pas, se dissout, qu'on se rend compte que penser a des effets émotionnels, Oui. que être à l'écoute de ses émotions de manière juste a des effets sur l'esprit, sur le corps, enfin que c'est tout ça est très interdépendant. Oui, et que le travail de l'esprit n'est pas uniquement un travail de l'intellect, Voilà. mais qu'il rejoint la profondeur. Je te donne juste un exemple. Pour bâtir l'encyclopédie, il a donc fallu que je fasse un synopsis, forcément, et très détaillé même. Eh bien, j'ai fait 23 versions de ce synopsis, parce que ça n'allait jamais. C'est-à-dire que il a fallu que j'attelle mon esprit, et quand je dis j'attelle, je pense au sens ancien du mot yoga dont on parlait tout à l'heure. Il a fallu que j'attelle mon esprit à trouver une cohérence. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tel yoga apparaît à tel moment? Comment ça se fait que Patanjali dans les Yoga Sutras parle de ça? Etc., etc. Ça, le bouddhisme, oui, il parle du yoga, mais alors faudrait le dire ça avant de dire autre chose, sinon on ne comprend rien. Voilà, la quête d'une cohérence dans l'histoire est une quête qui outrepasse beaucoup l'intellect. Et c'est une recherche d'une compréhension en profondeur. C'est ça que j'ai expérimenté. C'est pour ça que, pour moi, l'encyclopédie est un aboutissement euh, intellectuel, certes, mais aussi personnel, très personnel. Pourquoi aujourd'hui, à ton avis, et tu travailles aussi cette question, le yoga a un impact planétaire incroyable?
Parce qu'aujourd'hui, le yoga, voilà, comme tu le disais, quand tu as commencé, le yoga, c'était un peu exotique, un peu étrange, Oui, un oui, peu un peu hippie. perché, un peu Voilà. marginal. Mm. Aujourd'hui, c'est impressionnant comme c'est rentré si profondément dans la culture. Oui, au point que ça a perdu un peu son caractère à la fois transgressif et en même temps un petit peu révolutionnaire. On est dans un yoga qui est souvent très normalisé, je dirais. C'est la même chose que je parle de la méditation. La méditation, quand j'en ai fait, c'était tellement, on était tellement, on avait l'air d'être des aventuriers. Oui, Et à la fois, c'est formidable que la méditation s'est démocratisée, oui, et en même voilà. temps, on a l'impression que ça devient plus qu'une sorte de gymnastique mentale. Et est-ce que la dimension, pourquoi nous, moi, je m'y suis intéressé, cette dimension tellement profonde, tellement transformatrice, est-ce qu'elle est encore transformée ou ça ne devient plus qu'un élément du capitalisme Non, alors je pense qu'elle reste cette dimension profonde. On ne peut pas non plus. Elle est là, mais tu poses la mais, question, voilà, il faut poser il faut interroger ça. mais bien sûr, elle Il n'y a pas de est. réponse forcément à donner. Je veux dire, c'est la chance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que souvent, pas toujours, mais souvent, les personnes entrent dans le yoga par une porte qui est assez étroite euh, et assez triviale parfois, mais aussi nécessaire et tout à fait légitime. Par exemple, les gens ont mal au dos, ou bien, alors en ce moment, c'est le stress. Va savoir exactement ce qu'est le stress, c'est une autre question, mais en tout cas, les gens se sentent stressés et ils s'adressent au yoga parce qu'ils pensent que le yoga va les déstresser. Bon, très bien. Donc, ils vont commencer le yoga. Et chemin faisant, un nombre non négligeable, il n'y a pas de statistique de ça, mais un nombre non négligeable de personnes vont découvrir cet espace dont on parlait. C'est-à-dire ces gammes différentes. Et du coup, leur pratique va prendre un autre sens, de plus en plus global. Bien sûr, ils vont continuer à faire du yoga pour se déstresser, mais ils vont se rendre compte que quelque chose agit plus en profondeur Que ça joue sur leurs et émotions, que ça joue sur leur que, esprit. oui, ils accèdent peut-être à une connaissance d'eux-mêmes qui est très globale, holistique comme on dit, et très concrète en même temps. Bon, ça arrive souvent. Ça va plus ou moins loin, mais ça arrive souvent et c'est une chance. Donc, moi je dis entrons dans le yoga, entrez dans le yoga par n'importe quelle porte. Après, ça nécessite un prof de yoga. Alors, un prof de yoga qui soit bien formé, qui ait une éthique, qui sache accompagner, il y a tout ça. Et ça, vous avez beaucoup travaillé, et tu as beaucoup travaillé sur essayer d'établir une charte du professeur de yoga. Ouais. Pourquoi? Parce que la personne qui entre dans le chemin du yoga entre dans quelque chose qui est intime, où sa propre intimité, je ne dirais pas est exposée, mais elle est quand même, c'est là où elle va travailler. Et c'est là où la rencontre avec l'enseignant va se faire. Donc, il faut que l'enseignant ait conscience de cette responsabilité-là et qu'il ait une déontologie, une éthique qui soit à la hauteur. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé à établir ça. Euh, on, on, alors, le groupe de yoga dont je fais partie, qui rassemble un ensemble d'institutions, écoles de formation, etc., a élaboré ensemble, au fil des années, un lent travail de structuration de la formation des enseignants. On dit, pour devenir enseignant de yoga, il faut avoir acquis un certain nombre de savoirs et de compétences, mais il faut aussi
avoir mûri, avoir intériorisé un certain nombre de comportements qui ne sont pas justes, de telle manière qu'on puisse les discerner, et avoir acquis, avoir assumé une, des comportements justes, une déontologie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Donc ça, faut pays, du temps pour ça. est-ce qu'il y a d'autres pays à part la France où tout ce travail a été fait? Parce que c'est quand même assez exemplaire, le travail que tu as réussi à mener avec d'autres, de structurer les différentes écoles, les différentes fédérations, de vous Oui. mettre d'accord sur une certaine vision de ce que serait un prof de yoga, de lui donner comme ça une certaine éthique. C'est quand même assez Ça impressionnant. existe ailleurs quand même. Ça existe En ailleurs. Europe, oui, ça existe ailleurs. En Italie, en Allemagne, en Donc, Suisse, en donc, Belgique. il y a ce travail a Voilà. été fait, ce qui est Ce très impressionnant. travail, ce travail est en cours, disons. Et c'est vrai qu'en France, on s'y est attelé depuis un bon moment. Tu sais, c'est lent pour que des choses aussi délicates. Bah, déjà, de réussir à mettre ensemble à la même table Oui, des écoles très oui, différentes, des gens qui ont des visions voilà, différentes, c'était voilà, déjà assez voilà, impressionnant. voilà. Et puis, il s'agit toujours de... Enfin, le yoga est une voie de transformation. Bon. Donc, il s'agit toujours de quelque chose d'extrêmement délicat qui est une mutation personnelle à laquelle le professeur de yoga assiste et qui l'accompagne dans une certaine mesure. Il doit aussi accompagner les personnes vers une autonomie, parce que le yoga en même temps est une voie d'autonomie et de liberté. Donc tout ça est assez délicat et demande des règles, mais demande aussi de faire comprendre qu'il y a tout un travail personnel, un engagement personnel euh, à, à réaliser. Bah, écoute, merci beaucoup. Je peux que renvoyer chacun dans cette incroyable aventure qui est cette encyclopédie. Tu as Oui. mis combien de temps à... Ça a été une aventure vraiment C'est incroyable. Tu as mis combien avec d'années? un éditeur qui m'a fait confiance sur 3 ans, 3 années de travail intense, Ah, c'est- de travail à la fois. Parce qu'il y a tout, il y a aussi bien des traductions nouvelles, des textes de spécialistes du monde entier, qui Oui, ils sont parlent... une soixantaine, hein, qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Israël, qui viennent de partout, parce que le yoga est partout. Et puis, on a beaucoup travaillé sur l'iconographie, parce que les images que l'Inde nous donne du yoga sont magnifiques. Et il y a une partie des images qui sont très rares et qu'on a voulu faire découvrir aussi. Ben, merci beaucoup. Ben, merci d'avoir partagé ce moment et d'avoir suivi cet épisode de dialogue jusqu'au bout. Et peut-être vous êtes un peu ému comme moi je le suis de cette rencontre de cœur à cœur. Et si vous voulez découvrir un peu plus sur le sens de la pratique de la méditation que je propose, eh ben je vous offre une formation en ligne en 3 séances qui vous présentera la pratique et vous aidera à vous y mettre. C'est tout simple. Si vous voulez recevoir cette formation, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. À très vite.